Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie encore une fois de Charles Dagneault. On est toujours à 2 mètres. Alors, ce soir, on a 2 sujets québécois qui ont rapport un peu avec le bas du fleuve, on pourrait dire ça, et puis même un peu avec la guerre aussi, la guerre froide dans un cas, la Deuxième Guerre mondiale dans l'autre. Moi, je vais parler d'une mystérieuse expédition allemande à l'île d'Anticosti avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais toi, tu vas nous parler de quelque chose de pas mal plus inquiétant, en tout cas, oui, qui aurait pu être explosif. Oui. Alors, on aurait perdu une bombe atomique quelque part dans le fleuve. Ah, mieux que ça aussi. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il y a 70 ans, une bombe atomique a explosé? C'est ça, elle n'a pas seulement été perdue, elle a explosé. Moi, expliquer pourquoi on est là aujourd'hui à s'en parler. C'est ça. Ça s'est produit au-dessus de Saint-André-de-Kamouraska, pas loin de Rivière-du-Loup. Voici, à l'époque, comme j'ai déjà mentionné dans d'autres émissions, le Canada faisait partie de l'échiquier de la guerre froide à plusieurs niveaux. On avait d'ailleurs, en collaboration avec les Américains, les lignes de défense avancées, la ligne Dewey, Early Warning, SAGE. Aussi, on va utiliser des technologies balistiques, entre autres les missiles Beaumark, pour établir la ligne entre les méchants de l'Union soviétique et puis les bons des États-Unis. C'est certain que le Canada, dans ça, était exposé. On était à mi-chemin. Hein? On était, en fait, entre les deux belligérants, pour ainsi dire. Ce qui s'est produit, c'est que à l'époque, le gouvernement Saint-Laurent a été approché par l'ambassadeur américain, et puis, sans en mentionner aucunement au cabinet, sans mentionner ça au public, seulement peut-être le ministre de la Défense était au courant, a accepté que 11 armes nucléaires soient entreposées à Goose Bay, au Labrador, parce que ça allait permettre plus de rapidité s'il fallait attaquer Mourmansk en Russie, qui était un des centres aussi d'armement à l'époque. Donc, tout le monde au Canada ignorait qu'il y avait des armes stockées. On savait qu'il y avait des bombardiers qui nous passaient au-dessus de nos têtes, que les tensions étaient énormes, les sous-marins s'espionnaient, se suivaient, et puis il y avait des pourparlers qui tendaient vers le désarmement, mais on n'était pas encore rendu là en 1950. Non, en 1950 presque pas encore de pourparlers. C'était le bon vieux temps. Là, on était dedans. Là. D'ailleurs, on a encore des sirènes dans la plupart des villes en Amérique du Nord qui datent de ça. Et puis là, ben, c'est qui serait pas le plus meilleur, hein? L'URSS ou les États-Unis. Évidemment, quand on commence à jouer avec ce genre de trucs-là, surtout en secret, il risque d'arriver des problèmes, surtout des accidents. Il faut mentionner que ce qui s'est produit à Saint-André, ça porte un nom. C'était pas quelque chose qui est unique, là. Ça a été le 4e, depuis le début de la guerre froide, événement sur une liste connue de 32 accidents qui sont liés à des bombes atomiques. Puis ce n'est que ce qu'on sait. Il y en a eu des cas très célèbres, entre autres en Espagne et puis aux États-Unis même. Mais au Canada, ça a été tenu secret. On est toujours entre deux puissances. Prenez comme actuellement, on est entre la Chine puis les États-Unis avec l'affaire de... Wang-Manchu. Exact. Mais à l'époque, on a tenu ça secret. D'ailleurs, la raison est très simple, parce que je crois que si c'était devenu public, ça ne se serait pas fait aussi facilement d'arriver et de dire, bon, on va envoyer des bombardiers B-50 avec des armes nucléaires, et puis si jamais il arrive quelque chose, ben ça va partir du Canada. Les Russes, quand ils vont voir que ça part du Canada, je ne sais pas c'est quoi ça va être leur réponse, mais en tout cas, voilà. Ça. On peut s'attendre que ça leur fera pas plaisir. Disons qu'on était un pion sur l'échiquier. Alors, de Goose Bay, il y a un bombardier B-50 qui sont armés. En fait, il y en a plus qu'un, là, mais... Maintenant, la stratégie de la guerre froide va changer un peu au cours des années 50. La menace va se déplacer vers la Corée du Nord. Donc, le SAC, le Strategic Air Command américain, va rapatrier aux États-Unis les armes nucléaires qui sont entreposées au Canada, et c'est durant ces voyages-là que va se produire le fameux événement.
L'incident se produit le 10 novembre 1950. Un bombardier va quitter Goose Bay et puis va éprouver des problèmes de moteur au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Le protocole, parce qu'on parle d'un vecteur nucléaire, là, c'est que l'arme est démontée jusqu'à son utilisation quelques instants avant de la larguer. On va l'assembler, on va l'armer, et puis voilà, Hiroshima, Nagasaki. Pour ce faire, on enlève le noyau explosif, okay, le core, qui est composé de plutonium. Mais le restant de la bombe contient 45 kilos d'uranium de grade militaire, ainsi qu'un explosif traditionnel, genre TNT ou peu importe ce qui était utilisé à l'époque. Ouais. OK? Fait que, une fois que le problème de moteur est apparu, on suit le protocole. On doit larguer la bombe pour éviter qu'elle s'écrase avec l'avion, mais on n'insère pas, heureusement, le fameux noyau de plutonium. C'est ce qui va se produire. Alors, l'équipage procède au montage, je dirais, à larguer la bombe, mais elle contient un explosif, et puis c'est là qu'on va la voir exploser. C'est le pire, mais on ne sait pas c'est quoi exactement. C'est un UFO pour l'époque. Alors, 45 kilos d'uranium sont pulvérisés en altitude par l'explosion de la charge d'allumage. On a différents témoignages là, qui viennent des habitants de Saint-André. Le curé, entre autres, l'abbé Caron, va raconter qu'il était occupé à couper son tabac. On est dans une autre époque, n'est-ce pas? C'est important. Lorsque j'ai entendu un bruit sourd, il s'est dirigé vers la fenêtre et puis là, à ce moment-là, sa servante est entrée en panique disant qu'un nuage jaune, probablement croyant au démon ou quoi que ce soit, s'élevait du fleuve. C'est là qu'ils ont entendu une énorme explosion. Le nuage grossissait jusqu'à temps qu'il explose, ça a causé la fameuse contamination. C'est considéré comme une contamination faible. Après tout, le fleuve Saint-Laurent, c'est assez large. Mais avec le recul aujourd'hui, je me pose des questions, on met les faits en relation. Récemment, on connaît des déclins de population de maritime. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il n'y a rien de posé. Et puis, on ne comprend pas pourquoi les mammifères marins disparaissent comme ça. Des bélugas, entre autres, on en a trouvé des centaines morts. Et puis, il y a un écosystème qui est très, très, très sensible et fragile. Je me demande qu'est-ce que 45 kilos d'uranium, ça peut avoir comme effet à long terme là-dessus. On a simplement pensé à Chalk River, en Ontario. La contamination est là pour des millénaires. C'est la même chose probablement dans le fleuve, sans parler de l'épave qui est encore au fond, à quelque part, à quelque endroit possiblement radioactive. Ouais, et puis, on continue un petit peu avec les témoignages. Monsieur Guy Desjardins a entendu l'explosion. Lui, il était sur son banc d'école. Il avait 9 ans à l'époque. L'élève, il a vu une boule de feu à la fenêtre de sa classe, et puis il se souvient de l'explosion, puis il la raconte dans le détail. Quand il larguait une bombe, j'ai fait un petit peu de recherche sur le sujet, elle était équipée d'un parachute. Donc, elle va demeurer en suspension pendant quelques instants. Elle n'est pas supposée d'exploser. Mais quand on voit que tout peut flancher, tout ce qui est mécanique, je suis d'avis que la fameuse bombe, l'allumage, le détonateur a explosé en altitude au-dessus du fleuve. C'est le fameux nuage jaune qu'ils ont vu, là. Et puis le bruit de l'explosion est parvenu plus tard un peu à cause de la distance. C'est qu'il y a eu vraiment explosion d'une bombe atomique au-dessus du Québec, voilà 50 ans. Les deux bras m'en tombent. Un autre témoignage qu'on voit, c'est que durant les jours suivants, les gens ont essayé de trouver rien n'a été trouvé, puis les nouvelles ont fait mentionner qu'un avion avait connu des problèmes au-dessus du fleuve. Ça a commencé, puis ça a fini là. Le bombardier en question, il va rejoindre une base du Strategic Air Command dans le Maine. Fait qu'il va malgré tout disparaître du paysage canadien, pour ainsi dire. Là, il va falloir attendre l'an 2000. Le début du 21e siècle pour que le gouvernement canadien reconnaisse que oui, évidemment, il y a eu un accident nucléaire au-dessus du Québec. Ce qui est le plus
dérangeant dans tout ça, c'est le secret. Oui, c'est la guerre froide, etc. Mais je pense que les populations, si on risque d'être irradié, il faudra au moins qu'on le sache. Heureusement, ça n'a pas été le cas à Kamouraska. Donc, et puis à Baie-Saint-Paul, puis Rivière-du-Loup, puis toutes ces places-là, il semble avoir échappé la contamination. Il semble. Il semble, oui. Mais en fait, on ne saura jamais les effets à long terme. Parce que maintenant, ça fait partie des secrets de la guerre froide. Là. Les secrets de la guerre froide, mais ce n'était pas un secret qu'il y a eu énormément de broken arrow. OK, comme ils appellent ça, c'est la perte d'un engin nucléaire, dont un en Georgie, au large de Savannah, qui est une des plus belles villes au monde. Oui. La bombe est encore là, puis la charge nucléaire est encore là. OK? Ils ne l'ont jamais retrouvée, celle-là. En 1950, il y en a eu un événement du même type en Colombie-Britannique. En 1956, il y a un B-47 qui est disparu, on ne l'a jamais retrouvé. En 1958, ils en ont perdu un autre. 2 en 58, 2 en 61, Yuba City, Goldsboro, 1964, Savage Mountain, 1964, Bunker Hill, 65, 68, 60 et plus, jusque dans les années 1980 où il y a eu des missiles qui ont explosé dans leurs silos. Donc, là, évidemment, il y a eu des traités de désarmement, etc., Dieu merci, mais c'est encore présent. Les armes nucléaires sont là probablement pour y rester, mais heureusement, ils ne nous passent plus au-dessus de la tête avec des bombardiers bricolés, ni plus ni moins. Là. Donc, on est sauvés pour le moment. Oui, alors voilà l'histoire de l'explosion nucléaire de Rivière-du-Loup. Voilà, parce que, c'est ça, en fait, il y a probablement plus d'armes nucléaires en ce moment en circulation dans le monde qu'à l'époque, parce que non seulement l'URSS, la Russie et les États-Unis ont encore leurs arsenaux nucléaires pas diminués. L'Angleterre, la France, la Chine, mais aussi l'Inde qui s'est joint au club. Israël en aurait dans les 300. La Corée du Nord, le Pakistan, la Corée du Nord depuis peu. Alors, et l'Iran travaille là-dessus. Alors, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est là pour rester ces suites historiques du développement du nucléaire pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Et c'est à ça aussi que on sert un peu l'histoire. On voit des décisions qui ont été prises il y a longtemps qui ont encore des impacts aujourd'hui. Comme de tenir ce secret. C'est ça. Ce qui devrait nous faire penser que quand nous autres, on prend des décisions aujourd'hui, ils vont peut-être avoir des impacts encore longtemps. On a tendance à oublier la leçon de l'histoire. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Moi, je vais... Une histoire aussi qui se passe dans le bas du fleuve, où il y a aussi des mystères, et où, contexte de guerre, mais on se place 13 ans plus tôt. D'ailleurs, intéressant que 13 ans plus tôt, on était dans un autre univers, il n'y avait pas question de la guerre froide avec l'URSS, et personne ne parlait d'armes nucléaires. Ça se passe à l'île d'Anticosti. Alors, l'île d'Anticosti, il faut d'abord se rappeler, j'en ai déjà parlé dans une des émissions, ça avait appartenu à la famille Meunier, qui était des fabricants de chocolat français. En 1926, Gaston Meunier, l'héritier, vend Anticosti à une compagnie forestière, la Wayagamack, et ça va changer de main, puis finalement, ça va se retrouver à la Consolidated Paper. Alors, là, c'est donc une île, exploitation forestière un peu, lieu de touristique, de chasse, etc., qui appartient à une compagnie privée. Les Allemands vont bizarrement s'y intéresser. On signale qu'en 1936, le Hindenburg a passé au-dessus, mais bon, ça, c'est anecdotique. Mais au mois de juin 1937, Mackenzie King visite Hitler en Allemagne, Mackenzie King, premier ministre du Canada, et il va inviter Göring à venir à la chasse au Canada. Il ne viendra jamais. Mais c'est là que le journal de Gazette du 2 décembre, on sait que les rapports entre Mackenzie King et Hitler ont été excellents. Alors, le journal de Gazette du 2 décembre 1937 rapporte une étonnante nouvelle annonçant que des Allemands négocient l'achat d'Anticosti. Alors, à ce stade-là, personne ne pense encore à des ambitions militaires. Mystérieux groupe d'investisseurs qui prétend vouloir installer une usine pour exploiter la pâte de bois. À Ottawa, on dit, bon, c'est une transaction privée. La presse écrit que le docteur Arnold Agatz, savant allemand, étudie la possibilité d'installer un port sur l'île. On trouve dans l'expédition aussi un certain docteur Schuller, expert forestier, et un certain capitaine Müller qui étudie les conditions de navigation. Maurice Duplessis,
qui est premier ministre et ministre des Terres et Forêts, dit ne pas être au courant de toute cette affaire-là. Et là, la rumeur commence à renfler. Les Allemands veulent acheter l'île. Un certain docteur Wollert, qui représente les investisseurs, nie complètement qu'on a l'intention d'acheter l'île. Il dit on veut juste rétablir une usine. Un journaliste indépendant, un certain William Glynn, affirme avoir des informations comme quoi les Allemands qui s'intéressent à Anticosti sont de proches collaborateurs d'Hitler. Alors là, le gouvernement réagit. Le 6 décembre 1937, Maurice Duplessis avertit la Consolidated Papers qu'il s'oppose à cette éventuelle transaction. Un journaliste de Toronto propose au gouvernement canadien et québécois « Achetez donc l'île ». Ça va se faire, mais beaucoup plus tard. Jean-Charles Harvey, journaliste très critique de l'administration Duplessis, qui écrit dans le journal Le Jour, affirme que des acheteurs allemands s'apprêtent à acheter l'île pour utiliser la cellulose afin de produire des explosifs. Parce que la cellulose qu'on tire du bois peut servir à ça aussi. Et il rappelle que des aviateurs allemands ont déjà survolé la Côte-Nord, ce qui est vrai, et suggère au gouvernement de Québec d'acheter l'île pour en faire un parc national. Les archives allemandes ont tout ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a un intérêt pour les ressources forestières de l'île. Mais par contre, on sait aussi que le docteur Agatz, le fameux docteur Agatz, a fondé une firme qui, elle, se spécialise dans la construction d'installations portuaires et il va bientôt se mettre dans la construction de sous-marins. Donc, il y a des doutes. En 1938, le premier ministre Mackenzie King doit rassurer l'opposition, parce qu'on pose beaucoup de questions à Ottawa, à l'effet que la souveraineté canadienne sur Anticosti demeure inviolable, qui que soit le propriétaire privé de l'île. Ça, on le savait déjà, parce que comme j'en avais déjà parlé dans une émission précédente, au début du siècle, c'était les Français qu'on avait accusés de vouloir faire une base militaire avec l'île parce que des Français l'avaient acheté. Alors là, il y a des parlementaires américains qui se mettent à poser des questions à ce sujet aux représentants canadiens à Washington. Duplessis décide d'aller rencontrer les représentants de la Consolidated pour encore leur dire qu'il est opposé à cette vente aux Allemands. Et là, Duplessis, la seule fois dans sa vie, devient un héros de la presse anglophone parce qu'il a fait ça. Mais le président de la Consolidated, M. Belknap, laisse planer un doute. Parce qu'après tout, à moins d'une loi spéciale, c'est une transaction privée. Hein? Alors, le chef du CCF, qui est l'ancêtre du NPD actuel, alors J.S. Woodworth, propose, lui, que ce soit le gouvernement fédéral qui achète l'île. Ce à quoi, bien sûr, Duplessis est opposé, l'autonomie provinciale. Et là, on apprend, par les journaux encore, qu'un certain Émile Gerhardt aurait rencontré des ministres fédéraux en lien avec ce dossier, et il est considéré comme un agent secret nazi. C'est du moins ce qu'on dit dans certains journaux. En fait, quand on cherche à retrouver ce fameux Émile Gerhardt, tout ce qu'on trouve, c'est un certain Karl Rudolf Gerhardt, président du Deutscher Bund, qui est l'association des Allemands du Canada, finalement. Bon, qui nie, premièrement, il ne s'est jamais présenté sous le nom d'Émile Gerhardt, et signale que d'après ces données, il y a à peu près 5% des membres de son organisation qui sont nazis ou sympathisants. Ce qui n'empêche pas le chef du Parti communiste canadien, Tim Buck, de parler d'agents nazis. Et un Canadien d'origine allemande, un certain Alfred von Hammerstein, écrit aux journaux, des lettres aux journaux, affirmant que Karl Gerhardt est bel et bien un agent nazi. Et là, ça continue à revenir à la Chambre des communes, toujours agité par le chef de l'opposition, R.B. Bennett, chef du Parti conservateur. On envoie même un navire de guerre, le patrouilleur HMCS Skeena, qui est envoyé à Anticosti pour explorer puis voir s'il y aurait une base nazie. Évidemment, le commandant fait un rapport où il signale qu'il y a bel et bien des visiteurs allemands qui ont été aperçus par les habitants du lieu, mais pas de traces de base, de port ou de quoi que ce soit de ce genre-là. Et en 1939, le Canada entre en guerre contre l'Allemagne. Et là, Maurice Duplessis, qui retourne rapidement dans l'opposition, se vante d'avoir empêché la vente d'Anticosti aux nazis.
La GRC entend parler qu'il y a des rumeurs de sous-marins allemands près de l'île d'Anticosti. On envoie le HMCS Laurier, le HCMS, Laurier, qui est envoyé patrouiller près de l'île. Toujours aucune trace de sous-marin. On dément la rumeur, mais en 1940, une information provenant de l'ancien administrateur de l'île à l'époque des Meuniers, un certain M. Zédé, prétend qu'il y a encore 9 visiteurs allemands inconnus sur l'île. L'enquête ne trouvera rien, encore une fois. Duplessis a perdu les élections en 1940. Il est retourné dans l'opposition. C'est Adélard Godbout qui est maintenant premier ministre du Québec. Et Duplessis, bien sûr, accuse les amis, entre guillemets, qu'il nomme jamais, du gouvernement Godbout d'avoir encouragé la vente d'Anticosti aux nazis. Et là, évidemment, on se renvoie la balle à l'Assemblée nationale. En mai 40, un autre navire de guerre, le HMCS French, signale un navire inconnu, peut-être un sous-marin au large de l'île. Un guetteur affirme avoir intercepté une conversation radio en langue étrangère, ce qui peut être bien des choses, mais en fin de compte, on ne prouve rien, là, encore une fois. 1942, les sous-marins allemands sont vraiment dans l'estuaire du Saint-Laurent. C'est la bataille du Saint-Laurent. Plusieurs navires canadiens sont coulés. Et la même année, c'est l'affaire Janowski. Le sous-marin U-518 débarque l'espion Alfred Waldemar von Janowski à Gaspé. Il se fait repérer pratiquement tout de suite à cause de son accent. À Gaspé, les accents allemands, on n'en a pas tant que ça, surtout dans ce temps-là. Alors, il est arrêté par la police provinciale et va tout avouer tout de suite. Pas fort comme espion. Alors, un autre espion, Albert Langbein, va être arrêté au Nouveau-Brunswick la même année. 1944, retour des sous-marins allemands, deuxième bataille du Saint-Laurent, encore des bateaux de coulée. On découvre, enfin on prétend, que des cartes de l'île d'Anticosti auraient été vendues à des Allemands sous l'Union nationale. Mais là, les cartes de l'île d'Anticosti ne sont pas spécialement secrètes. Des Allemands, ça peut être bien des choses possibles. Duplessis dément avoir vendu quoi que ce soit. L'affaire rebondit à l'Assemblée législative à Québec. Et on continue à se lancer la balle. Puis finalement, la guerre finit en 1945. Et là, ça n'intéresse plus personne, apparemment. L'affaire va être oubliée. Et là encore, c'est une affaire qui ne sera jamais résolue, qui ne semble pas avoir eu de conséquences particulières, à part le fait que ça a été un ballon politique, que Adélard Godbout et Maurice Duplessis se sont renvoyés pendant toute la durée de la guerre. Et après la guerre, ça n'intéressait plus personne. Ça fait écho peut-être, très, très beau sujet, un que tu as déjà parlé qui concernait une station météorologique au Labrador, qui était une station nazie aussi. Oui, station météorologique entièrement automatisée qui avait été déposée au Labrador et qui a été redécouverte seulement dans les années 1980 grâce à l'intervention d'un Allemand qui faisait une recherche là-dessus. Parce qu'au Canada, on ne savait même pas que c'était là. Aujourd'hui, elle est au musée de la guerre à Ottawa. Il reste quelques reliques allemandes de la Deuxième Guerre mondiale, de la marine allemande, entre autres un périscope, le dernier submersible U-boat à être capturé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans justement le golfe du Saint-Laurent. Et je te le donne en mille, il a été capturé par le HCMS, navire canadien, Victoriaville. Eh bien, voilà. Ça clôt bien notre affaire aujourd'hui. On a même trouvé un petit lien local. Voilà. Alors, voilà, ça termine notre émission pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, c'est André Pelchat qui vous dit au revoir. À la semaine prochaine. Restez à l'écoute de TVCBF.